Colette. J'ai rencontré Gide quelques semaines seulement avant son départ dans le jardin du Luxembourg, où il venait parfois de la rue Vaneau pour profiter de la fin du bel automne. J'ai dit trop brièvement dans le livre Un homme en creux notre laborieux silence, sans que ni lui ni moi ne nous fussions présentés. Il me regardait cependant avec quelque attention. Je n'étais pas laid alors, et les femmes commençaient de me le faire savoir. Il me demanda si je n'écrivais pas. Je lui répondis par une question. D'où savait-il que j'écrivais? Un air d'étrangeté, dit-il. Il partit peu de temps après, sur une promesse vague de rendez-vous auquel il ne vint pas. Il ne le put pas, peut-être, ou bien... Si j'écrivais, je le connaissais, ou je ne valais rien. Ou bien, si j'écrivais, je le connaissais, ou je ne valais rien. Mon silence devait l'irriter, ou me juger. Puis, je lui avais demandé si l'art... Oh là, attends, mon livre est tombé. Si l'art renverse la vie. Et comme il répondait qu'il le croyait en effet, n'aurais-je dû le savoir par ses livres? Je n'avais eu en retour que le mot maladroit. Ce qui inverse la vie, n'est-ce pas plutôt la mort? 3 ans plus tard, j'ai rencontré Colette sur son lit de mort. Madame de Jouvenel m'avait reçu, bien qu'elle congédiât les journalistes, parce que je lui avais appris quel étonnant colloque d'oiseaux se rassemblait sous les fenêtres de l'écrivain dans le jardin du Palais-Royal. Plus tard, quand je me fus présentée, elle s'étonna encore. Mon roman, récemment paru, Les clés et la prison, avait été l'ultime lecture de Colette. Je le vis en effet sur sa table de chevet. La Léa du roman, peut-être, lui avait rappelé la Léa de Chéri. Il me fallut savoir si Colette l'aimait. Madame de Jouvenel dit qu'elle ne le savait pas. La vieille dame n'avait pas achevé le livre. Mais elle avait eu ce mot marquant la page. Marquant la page. Étrange, d'un homme. Elle aimait peu les romans d'hommes, dit sa belle-fille, quand ils prétendent traiter des femmes. Au Cap d'Isle, l'été 1960, j'avais très souvent rencontré Cocteau, qui venait contrôler l'avènement de son théâtre, une scène circulaire, ornée d'une mosaïque de triangles et de rosaces à peine suggérées. Mais nous ne nous étions rien dit, sinon, de ma part, que je lui avais, adolescent, envoyé l'un de mes poèmes accompagné d'un portrait de moi. Élégamment, il s'excusa de sa non-réponse par l'abondance de tels envois 20 ans plus tôt. Pire, nous avions quitté Geneviève et moi, en plein concert classique, la petite fête qui clôturait l'achèvement heureux du théâtre. Une offense non préméditée et d'autant plus intolérable. Mais, en 1963, Jean Cocteau m'écrivit une lettre délicieuse, après la parution de Le Royaume et les prophètes, pour me dire notre communauté d'esprit. Il y disait, entre autres notations de prix, que, à l'approche de la mort, les doctrines du retour paraissent assez étranges pour être tolérées. 3 jours après l'envoi de sa lettre, il était mort, si bien que je reçus la première et appris l'autre événement le même jour. Je n'ai jamais conversé avec mes maîtres. Ils m'ont tous les 3 laissé ce mot, étrange, et ce fut
tous trois pour dire une inversion particulière. Une inversion particulière de la vie au poème, de l'homme à la femme, de la vision progressiste rectiligne de l'histoire à la voix courbe et retournée. Puis, ce mot unique ou presque, qui contient l'infini et le zéro, ils me l'ont dit 20 jours avant la mort, 3 jours avant la mort, ou par-delà la mort, dans le seul instant où il peut se dire. Il n'y a rien eu d'aussi étrange dans ma vie, sinon le mensonge de mon enfance, ou ces deux, entre 42 et 44, qui m'ont donné une note de la lectrice, ces deux mensonges, ou ces deux mensonges, entre 42 et 44, qui m'ont donné une réputation de résistant avant que je le fusse, où ont sauvé la vie de mes beaux-parents et de nos enfants, de France et la mienne, lors de notre passage de la poche de Saint-Nazaire occupée à la France libre. Les deux mensonges que l'autobiographe raconte, en 1956 seulement, dans Le temps de l'aveu. À chaque fois, l'étrangeté a renversé ma vie, la resituant dans le même sens de l'œuvre, du poème, contraire au sens commun de la norme et de la foule. À chaque fois, une mort, d'enfant, d'adolescent, d'adulte, ou une menace de mort ou sa proximité m'ont redonné la vie, mais une vie singulière, de plus en plus étrange ou désaxée. Je pense au conte de Edgar Poe, Le puits et le pendule, où tout est expliqué, sauf les étranges miracles qui font que le prisonnier survit. La lumière revenue à temps, ou la ténèbre, la dévoration des sangles par les rats, bouffeurs de nourriture, l'invasion de la prison finale par la foule. On ne survivrait donc que par l'exceptionnel, comme on ne comprend que par là. Mais cette étrangeté, comment la distinguer de l'imposture ou de la mort? Fin de l'extrait. De ce que la foule et la mort ne s'entretiennent pas, il se déduit trop vite que le je, J-E, non plus, ne pourrait s'entretenir avec elle, avec la foule et avec la mort. Quand Geneviève, la compagne du narrateur, cause avec son fils, avec sa sœur Hélène, elle traduit leurs mouvements, leurs allées et venues dans le langage des vivants. Elle est allée se promener, dit-elle, ou bien il dort. Cela est d'autant plus étrange que Geneviève ne croit pas dans l'au-delà. Mais quand j'ai pu causer avec la foule moi-même, je ne croyais pas en elle, la foule. Pour m'entretenir avec la foule, quand j'y parviens, il m'a fallu refuser de voir en elle un mythe. Le conférencier procède ainsi, qui ne quitte pas de l'œil pendant son laïus quelque auditeur choisi entre 40 ou 100. Et de même, Jeannot, Pigobert à Cap-d'Aille, à San Vincenzo ou à Loutraki, n'a pas cessé de considérer, de converser avec un seul, réveillant une morale chez le moraliste, une crainte chez le peureux, une technique chez le faussaire, quelque intérêt toujours chez l'égoïste. Et de même enfin Geneviève Ansan ou pressant ce mort-là, Hélène, Jacques, sans cesser de nier l'ensemble des morts, l'au-delà. Suite. Cocteau a bien raison. L'étrangeté de la mort
impose l'étrangeté du retour, le fini de la mort, l'infini de l'inversion. Fin d'extrait. Bien des hommes de mon âge souffrirent de mourir, ignorés, presque imbéciles, après 100 ouvrages écrits, dont seulement 60 publiés, et parmi ces derniers la moitié sans valeur. Mais je n'en souffre pas, et je mourrai demain sans même songer à un échec à ce point parfait que nul ne songe à s'en étonner, ni moi-même à m'en plaindre. Mes alibis? Une lucidité singulière, qui ne peut être que de l'exactitude, un style dont je m'assure sans cesse, n'y voyant guère qu'un bon outil. Ma certitude? Je ne mourrai pas. Je suis mort. Il y a 27 ans. En 1963. Comme le raconte la terrasse du Dôme. Ma joie présente? Elle est de l'entretien ultime, entre celui que je nomme Dieu et celui qu'il doit nommer son univers lorsqu'il l'habite, sa limite parfois, ou bien sa créature, sinon, je l'espère, son moteur. Fin de l'extrait. Car une mort qui se prolonge depuis 27 années peut bien se prolonger 20 ans encore, ou s'achever demain, sans être plus à craindre. Ces joies ne sont pas moins nécessaires à l'œuvre que les angoisses dites. Elles ne sont que des incidents sur le parcours incontrôlable. La mort de la première enfance, de la seconde, de la puberté, du milieu de l'âge adulte, ou de sa terminaison au seuil de la vieillesse, ou de la tombe plus tard. Chacune d'elles fut ou sera une naissance, un échappement. J'écrivais de telles choses lorsque j'avais 16 ans, sans rougir de l'outrance et redouter l'ironie, mais sachant que nul éditeur, nulle revue ne les publierait. Puis, comme tous mes prédécesseurs, j'ai refermé longtemps le clapet, sauf en des moments rarissimes où devait s'éclater la sève. Le dernier de ces moments est le plus imprévisible, non pas le moins éclatant. Le chant du cygne, les fruits que l'arbre répand à foison lorsqu'il se sent mourir. J'imagine Edgar Poe à Baltimore, ou Van Gogh dans son champ de blé, Hölderlin, Nietzsche ou Kant en leur folie. Désespérés? Sans doute, mais non point malheureux, irradiés de l'intérieur par toute une œuvre, l'œuvre qui assure de survivre. J'en témoigne. À l'heure de leur mort, Gide, Colette et Cocteau n'étaient point pauvres, non plus qu'abandonnés. Ils disaient encore et trouvaient les mots. Ayant tant de fois triché, ils ne trichaient plus. Quand un Dieu se mêle de nous prendre, qu'importe sa nature, le lieu d'où il nous parle, qu'importe sa couleur. Fin de l'extrait. Lorsque j'écrivais l'autobiographe, et même 18 ans plus tard, Un homme en creux, je ne pouvais me délivrer de l'obsession de la machine, encore à naître et redoutée au point qu'en 1973, comme en 1955, je lui préférais l'éthique, note de la lectrice écrit aussi par l'auteur, de 1945, assez ridicule pour que je puisse en rire. En ce journal, que j'écris pour dire ce que je n'ai jamais dit, je remets de jour en jour l'aveu le plus cruel, le récit de l'acte le moins justifiable, et qui, depuis 1964, me tient prisonnier en ses rets. Il ne fut pas un mensonge, j'en ai commis beaucoup, mais une lâcheté. Je n'ai eu que celle-là, en 70 ans de vie. Ce fut au temps où les dieux commencèrent de m'envahir, preuve que j'étais bien mort, ou que l'un de moi l'était. J'avais publié les cycles du retour éternel et je travaillais
20 heures par jour à L'homme et les dieux. J'avais 43 ans, je n'avais pas encore épousé Geneviève, à cause de la peur du second mariage, mais nous vivions ensemble depuis 1958. Lectrice, note de la lectrice, 58-64, donc 6 ans d'écart. Entre... Oh, c'est pas grave, je m'en fiche, je ne dirai pas ça. Depuis 1958. Derrière moi, il y avait 10 ans de théâtre, 20 ans de roman et 20 métiers. 4 enfants, fils et filles, s'étaient élevés, dont l'aîné, Christophe, âgé de 23 ans, achevait son service militaire. Il était le père d'un garçon, Laurent, que nous ambitionnions d'élever depuis 1962. À l'exception de son fils Jacques et de ma première épouse, nous aimions ce petit, Geneviève et moi, comme nous n'avions jamais aimé. Geneviève et moi aimions ce petit comme nous n'avions jamais aimé. À l'exception, toutefois, de Geneviève, qui aimait son fils Jacques, et de moi-même, qui avait aimé ma première épouse. Mes garçons et mes filles bébés, il faut les hommes mamans, les pères poules d'aujourd'hui pour feindre l'intérêt. Le bébé m'ennuie plutôt qu'il ne m'émeut. Il m'empêche de travailler bien, m'est indifférent ses rares silences, me trouble sans but en ses gémissements, mais nous n'avions que Laurent. Chantal, note de la lectrice, une fille de Monsieur X, faisait sa vie ailleurs. Charlotte, note une autre fille de Monsieur X, était le plus souvent chez sa grand-mère, Monsieur X étant l'auteur. Michel, un autre fils de Monsieur X, allait rejoindre son frère au service. Jacques, le fils de Geneviève, parcourait le monde, l'Inde, avant Israël. Nous n'avions que lui, il n'avait que nous. Son père était soldat, sa mère, une petite fille de 18 ans, ne venait qu'à notre table pour dîner le soir. Geneviève vivait pour lui, je ne vivais qu'en lui. J'étais présent à son lever, à son coucher. Tous les jours, j'allais le promener dans le parc de Montsouris, où des cygnes et des canards dans l'étang, au manège perpétuel. Je me passionnais pendant des heures, non moins que lui, aux joies des volatiles, aux voltiges des chevaux de bois. Je l'ai toujours dit et le répète, au risque trop certain de ne pas être cru. À la fin de sa 2e année, Laurent n'avait jamais pleuré, jamais souffert. Sa voix nous parlait peu encore, mais ses yeux nous parlaient pour elle, émerveillés. Il mangeait comme nous et dormait à nos heures, n'ayant pas connu un autre univers. Il m'était arrivé, songeant à l'avenir de mes fils et de mes filles, de leur forger des destins, mais je n'imaginais pas l'avenir de mon petit-fils, ne le distinguant pas d'une autre. Aucune ombre de technique ou de religion n'entachait sa toujours présence. Il ne m'était pas assez distant, peut-être, pour que je le visse tel qu'il était. Puis, Christophe revint de son temps. Solange avait vieilli, elle ne supportait pas une prévenance sans amour, elle obtint de Christophe qu'ils vivent leur propre vie. Ils allèrent habiter à l'autre bout de Paris. Elle n'était pas sûre de mon fils.
elle obtint de récupérer le sien. Le mot n'est pas trop fort. Quelques semaines plus tard, elle le mettait en nourrice, à 40 ou 50 kilomètres de Paris. Quand je l'appris, 10 jours s'étaient passés. Je pris le train, puis le car, car je n'ai jamais eu d'auto, pour aller lui rendre visite. Je me souviens d'un jour de chaleur, de canicule, mais le souvenir est faux. Nous étions en hiver. Simplement le soleil chauffait en ce milieu du jour, quand Laurent se jeta dans mes bras. Je le reconnus à peine, les joues baignées de larmes, le cheveu raréfié, des dents absentes, ayant désappris de parler. Je commandai à la nourrice qui protestait de le vêtir, et je sortis de la ferme immonde. Je l'entraînai loin, inconscient de sa fatigue, dont il ne se plaignait pas. Puis, il y eut un plateau, d'où le regard s'étendait loin, de tous côtés. Il faisait froid, peut-être, mais nous étions couverts de sueur. Je ne savais rien alors de l'infinité du temps de la première enfance. J'avais tout oublié de la mienne, mais je ne donne pas l'oubli pour excuse, car la joie de Laurent me rendait cet infini. C'était pourquoi il ne se plaignait pas du forcené de la marche, ne me posait aucune question, le sauvait, se rit des conditions de son salut. Je l'ai pris dans mes bras, conscient de sa fatigue, conscient de tout le reste. Je suis redescendu du plateau, revenu, je l'ai ramené à la nourrice. Ce plateau, ni chaud, ni froid, chaud en la fin de l'automne, froid à midi, hors du temps. Cette plaine désolée, de quelque côté où porte mon regard, ce désarroi de ma pensée, cet abîme de mon âme, ne me sont que des images ou des symboles qui ne disent rien de l'irrémédiable. Pendant 26 ans, j'ai porté le retour sans le comprendre, sans l'admettre. J'y ai cherché 100 000 raisons indéfendables, toutes les raisons que suggèrent les lois sociales. En l'animosité de Christophe, et plus encore celle de Solange, il serait allé jusqu'au procès, et j'étais condamnée d'avance pour enlèvement d'enfants. Mais je ne me suis jamais préoccupée des lois sociales. Possédée par une œuvre que je pensais primordiale, exténuée par elle aussi, j'ai redouté des circonstances nouvelles qui l'eussent compliquée, peut-être interrompue, mais j'avais sacrifié souvent, toujours, mon œuvre aux besoins d'un enfant, aux exigences d'une femme. Les pires raisons demeurent improbables, bien que le pis soit advenu. L'enfant n'a commencé de pleurer que dans la rue qui menait au logis de la nourrice. Il n'y avait pas cru jusqu'alors. Il a hurlé devant la porte. Un même tremblement nous traversait tous deux, celui de l'impossible. Moi seul je créais l'impossible. Personne d'autre n'était à blâmer. J'ai déposé Laurent aux pieds de la nourrice. Je ne l'ai pas remis, je m'en suis dépossédée. J'ai fait cela et j'ai continué de vivre. Je ne comprendrai jamais pourquoi. Non seulement le passé, le mien et celui de l'enfant n'expliquent pas le crime, mais l'avenir eût dû apaiser le remords insatiable que j'en garde, car mon petit-fils n'en est pas mort. 10 jours plus tard, mon fils l'avait repris, touché par mes suppliques. Il importe peu qu'en ces 2 semaines, Laurent et moi
nous eussions perdu des cheveux, des dents. Son destin est sans faille, semble-t-il, jusqu'à ce jour. Il a aimé, vécu, fait de la musique qu'il aime, a pris une science, l'informatique, qui le séduit, où il passe maître. Il nourrit toutes les ambitions et réalise tous les rêves d'un homme de 28 ans que je n'ai pas nourri et peu réalisé. Mon drame ne fut le sien que le temps de la tragédie, sur un plateau désert, en sa 3e année. Tout cela, vrai, n'apaise en rien le remords. À Blain, le mois dernier, je n'écrivais dans ce journal que 3 ou 4 heures par jour. Mais je prenais le temps de ne pas dire, de retarder la note suivante, à laquelle je ne pensais pas, pour que, le moment venu, elle me tombe dans la main comme un fruit de l'arbre. Dans la famille et dans la foule de Ré, de l'île de Ré, j'écris, afin de les fuir, pendant un tour d'horloge. Les mots, les phrases, les pages s'échappent comme un flot dont je m'exalte. Mais il m'échappe aussi. Je n'en suis plus le maître, ni même le cueilleur, emporté par le fleuve qui les charrie. Pire, à Blain, je rêvais l'œuvre, vivais d'emprunt. Posé sur mon bureau, le bouquin d'Edgar Poe s'ouvrait à la page désirable. Dans le vide de mon esprit, il sonnait l'heure juste et me relançait à temps. À Ré, je n'ai pas de guide, d'autre mentor que ma mémoire, capricieuse, incertaine, et qui me joue des tours, sans m'assurer du cercle, ou ne m'assurant que de lui, un cercle alors vicieux. Depuis ma mort de 1963, c'est un tel cercle qui me renvoie au jour où j'ai abandonné Laurent. Comme il y a 10 ans ou 20 ans, je ne pense pas à l'abandon sans en pleurer. Mais qu'en eût-il été si j'avais ramené l'enfant à la maison? Oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Ah, hein, voilà, j'en étais là. Voilà, voilà. Là, je suis page 226, page 226, page 226. Donc j'y vais. Je m'arrête à des conséquences naïves, puisque sociales. Mon fils eût tenté de me le reprendre. Il aurait fait jouer la loi. Des querelles, des procès eussent dressé entre nous des barrières abjectes. Nous aurions souffert, lui et moi. Je ne doute pas que de telles craintes m'ont arrêté, jadis aussi, car je fus lâche, et les tensions entre mon fils et moi étaient extrêmes. Mais Laurent, que devient-il là-dedans? En 25 ans, il me semble ce soir que je n'ai jamais pensé à lui. Je suis trop sûre de mon amour pour le mettre en doute, alors même que 1000 incidents, 20 drames m'ont dénoncé le péril d'enlisement de l'amour. Je l'aimais trop, cela est sûr, mais il y a bien longtemps que l'amour, comme l'aveu, n'est plus que destructeur. Geneviève et moi aurions poursuivi notre œuvre de couveuse, nous aurions joui de l'enfant,
le protégeant des larmes pendant 20 ans encore? Nous l'aurions développé, enveloppé de notre tendresse, nous-mêmes envahis par le flot dévorant? Aurions-nous fait de lui l'homme qu'il est devenu? Il se peut que Christophe ait cédé à sa femme quand il nous le reprit et le mit en nourrice. Mais il n'avait pas tort. Une intuition qu'il n'eût analysée sans doute lui disait qu'il ne pouvait nous le confier plus longtemps. Car nous tenions Laurent comme arrêt, je cède aux phrases, le marquant ou les marquants d'une empreinte futile qui, précisément, y détruit tout sens. De toutes les prisons, celle de l'amour sûrement est la plus contraignante. Que serait-il arrivé de moi si je n'avais, à 6 ans, été chassé de l'Éden? Le bonheur n'est pas une fin pour l'homme, car il ne peut être que sa fin. On est bien heureux toujours assez tôt. Si je devais porter un remords, ce devrait être de mon remords même. Égoïste, minable, idiot. Si je devais pleurer, ce devrait être sur ma stupidité, remerciant le ciel, le Dieu qui me guide, de m'avoir rendu lâche en cet instant précis, comme il le fait toujours quand je défaille. En ces jours où allait se révéler à moi l'éternelle ronde des dieux, si quelque chose est mort, ce ne fut pas l'esprit ni le corps, mais un vestige d'une âme chrétienne et amoureuse, l'horrible grouillement du sentiment. Si je l'ai détruit, ce reste, ce ne fut point par vertu, courage, intelligence, mais par l'indigne faiblesse qui ne me ressemblait pas. Qu'importe après tout. Quel que fût le moyen de son salut, il fallait que Laurent s'arrache à notre emprise pour remplir à fond son destin. Le dramatique épisode n'échappe pas aux figures, même s'il ne joue plus des deux triangles. Mais il en joue encore, bien qu'il n'appartienne pas au même individu. Fin de l'extrait. Suite. Lorsque Laurent avait 2 ans, il était la sardine dont j'étais l'huile, ou bien il était l'huile qui me faisait plus délectable. C'est ici, dit Attard, et Thomas avec lui, que le papillon se fait la flamme. Un dieu révèle toujours l'extrême, au terme. Le scientiste, le rationaliste, que Christophe a toujours été, nie d'abord cette vision du monde, ou la connaissant, il la refuse. Fin de l'extrait. Le drame cesse d'en être un. Il n'est plus que l'interface, où par bonheur, le destin de Laurent s'est renversé, comme d'un mensonge au terrible et cruel aveu. Cette casse, heureusement, nous brise et nous reconstruit sans cesse. De l'avant-naissance à la naissance, de la première enfance à la seconde, de l'enfance à la puberté, etc. jusqu'à la casse finale que les mystiques nomment la grande mort et les scientistes le Big Bang, les ou la situant tous à l'origine. Ton nom, liberté, est souffrance. Ce mot, tous le refusent. L'homme de la foule en se révoltant, d'autres gît de Cocteau par un échappatoire, l'acte gratuit ou le retour. On croit en la gravité de Gide, en la légèreté de Cocteau,
des illusions qu'ils entretiennent. Fin de l'extrait. Par l'acte gratuit, Gide s'arrache à la foule. Par le retour, Cocteau s'évade de la mort. Fin de l'extrait. La dialectique n'est pas entre les genres sexuels. Dans un couple longtemps uni, vieilli, c'est l'homme qui joue la femme. Il peut même arriver que la jalousie le ronge, ou la peur de l'insuffisance, de l'impuissance, s'il n'est pas déjà impuissant. De gré ou de force, il faut que la femme se virilise, prenne les décisions, joue des partages, ordonne, châtie. Fin de l'extrait. À dire plus vrai, je ne l'ai pas entièrement tue. J'ai avoué ma peur de l'abbé O, celle du mal à travers elle, ma terreur croissante de la foule et du grouillement, celle même, l'âge venant de la souffrance, d'autrui plutôt que mienne. Regardons de près ces appréhensions diverses. À quel mythe les rattacher? Il est sûr qu'aujourd'hui j'ai peur de mon fils, Christophe. Non pas de ses colères, il m'a chassé une fois, ou de ses souffrances, car il se repent ensuite, et donc s'apaise. Mais de l'interdiction du colloque entre nous, s'il arrive que nos univers se fassent trop différents, hostiles, car il fut le seul de mes enfants avec lequel je pus m'entretenir. Quand je mourrais, ou s'il mourait, qu'en serait-il? Derrière, il y a aussi sans doute le regret que me laisse le manque de dialogue avec mon père, bien qu'il fût bon, et que je n'ai pas été un sot, mais je le croyais bête, à cause de sa soumission à son métier, à la justice, à ma mère. Il craignait que je ne fusse mauvais, à cause de mon mensonge d'abord. Il était comme un développement de mon Jeannot. Note de la lectrice, la face bonne entre guillemets du narrateur. Comme un développement de mon Jeannot, dont je disais qu'il me venait, le Jeannot, de lui. J'étais peut-être une excroissance de son Pigobert, si tout de même il en avait un. Mais chacun a son Pigobert. S'il m'incarnait le passé, en ce qu'il eut de pis, je lui incarnais l'avenir, le plus redoutable. De Christophe ou de moi, lequel incarne le passé, lequel l'avenir? Le passé, moi, pour lui, c'est sûr. Mais un passé qu'il s'imagine, fantaisiste, imaginé, car il nie le retour. En cela, il me croit bête, comme je l'ai cru de mon père. D'une bêtise pire que celle de mon père, prétentieuse et paranoïaque à la limite. Je ne le crois pas mauvais, ni tourné vers l'avenir autant qu'il le prétend. Je veux espérer qu'il se trompe, que les événements le lui démontreront et qu'il reviendra odieux. Mais cela même, mon père le croyait, de l'avenir et de mon évolution. Je connais le Jeannot de mon fils. Non seulement ses repentirs, mais une volonté permanente de mieux faire, une moralisation à toute épreuve de la politique et des affaires, de l'établissement, du changement même qu'il nomme le progrès. Je connais son Pigobert, non seulement ses colères, mais son art de la discussion, le sens de l'acte gratuit, le terrible entêtement. Devine-t-il aussi bien les miens? Mon père me voyait sans doute beaucoup plus lucidement que je ne le percevais. Fin de l'extrait. Entre Christophe et son aîné Laurent, des liens se nouent et se dénouent, qui, dans 20 ans, inverseront peut-être
tout à fait les rapports que j'eus avec mon père. » Fin de l'extrait. Mais il est sûr aussi que la notion de retour, inacceptable pour mon père, commence d'être tolérée par les meilleurs esprits, et que Christophe a tort de ne pas l'admettre. La notion, chez tous, domine le réel, l'événement, le fait, ou le dit, le non-dit. Nous sommes tous des vivants, indignes ou indignés de l'être. Fin de l'extrait. Très simplement, si l'on admet la seule vertu de la différence. Je ne crains pas en Christophe ce qui l'oppose à moi, et fais de lui mon inverse, à cause des époques, des temps. Je le crains pour nos similitudes, tous deux des hommes, tous deux pichons, tous deux liés aux mêmes fragmentations, aux mêmes pendules, que je nommais hier l'empreinte et les emprunts. Et cette vague terreur alimente en effet toute l'histoire virile des générations, des tribus, des quêtes, où l'homme succède à l'homme. Fin de l'extrait. Quand l'homme se tient entre deux femmes, Hugo, Zola, Edgar Poe, Pichon, il se tient entre deux univers si différents qu'ils ne pourront jamais se rejoindre. À la limite, le harem lui donne l'épouse qu'il ne baise plus et la maîtresse ou seconde épouse qu'il baise. Il possède la seconde, il est possédé par l'épouse. Mais il demeure un intermédiaire entre des mots synonymiques, une sorte de dictionnaire auquel les deux épouses empruntent ce qui leur convient. Fin de l'extrait. Si l'homme ne donne pas à sa seconde épouse ce qu'il retirait à la première, ou à l'inverse, comment sera-t-il tout à la fois, l'intermédiaire et l'intermittent que toute femme attend d'un homme, le plus dur et le plus flexible, le plus soumis et le plus maître. Fin de l'extrait. J'ai tenté de suivre France, note de la lectrice, sa première femme, qui est décédée, jeune. Ouais. De suivre France en son animus. Mais puis j'ai craqué. Elle est morte. Gala a tenté de suivre Éluard en son anima. Elle a craqué. Il en est mort. Dali a survécu à son épouse. Il était assez fort pour la suivre jusqu'au bout. Je crois que Geneviève me survivra, assez forte ou cynique, anima pour cela. Fin de l'extrait. Ce n'est pas une question de richesse ou de pauvreté. Christophe gagne 20 fois plus que nous, 100 000 francs par mois, alors que Geneviève et moi, nous vivons sur 5 000. Mais il ne vit que d'emprunts par millions de francs, quand nous n'avons pas un sou de dette. Fin de l'extrait. De nouveau en l'île de Ré, pour quelques jours, avec Geneviève et notre belle-fille Marthe. Fin de l'extrait. Le temps que j'évoque aujourd'hui est autre. La place vide de la forme vide en 1941. L'agonie de René Daumal. La trahison de Vaillant, marxiste au plus mauvais moment. L'internement d'Artaud. Le suicide de Virginia Woolf. Incidemment, l'occupation de la France par les Allemands et le pacte germano-soviétique. Plus incidemment encore, mon mariage avec France. La représentation au théâtre des Noctambules, de notre pièce Le pain des hommes. La naissance de Christophe. Le 30 septembre, il y aura bientôt 49 ans. La seule marque réelle au milieu de tant de traces évaporées. À la terrasse du petit café des Portes,
peu de consommateurs, loin de ma table et muets. Mais une voix rauque, désagréable, venue d'où a crié « Jean-Charles !» Note de la lectrice, le prénom du narrateur. « Jean-Charles !» par 3 fois. Pourquoi ces souvenirs de désastre et de mort, cette solitude, cette évidence, ce cri, 49 ans trop tard. Fin de l'extrait. Le journal achevé, j'ai passé 2 jours chez Pierre-Jean Debenat à Saintes, à la recherche, je le suppose, d'un nouvel entretien. Mais il parle. Ou je parle. Il me montre ses derniers clips d'art, me dit ses problèmes monétaires ou domestiques. Il vit en grande partie des deniers de son épouse. Ses aspirations, toujours très précises et très structurées. Je dis un peu n'importe quoi pour tenter un échange. Ou quand il m'interviewe et me filme, les choses les plus secrètes, impénétrables. L'entretien est d'une autre espèce, mais ni lui ni moi ne le savons quand il me donne l'ouvrage tiré de 6 textes d'Heidegger, Acheminement vers la parole. Fin de l'extrait. Il est 9 heures ce matin, ainsi qu'hier, lorsque j'ai commencé d'écrire. Un même soleil, encore liquide, se tient à la même place, dans le même ciel estival, merveilleusement nuancé, de la Basse-Bretagne. Fin de l'extrait. J'avais 9 ans, vers mars 1930. Il m'advint une tragédie que j'ai tue, j'ai cessé de croire au Père Noël, je ne vis plus les cloches de Pâques, ce dernier vestige des grands mythes. Je me retrouvais seule, entièrement démunie, cherchant une cause au phénomène, car dans le sens où j'entrais, tout est fait à une cause. Il me semble que ce put être un problème de fraction, ou l'action d'un maître remarquable, instituteur de ma 7e, il nous quitterait à Pâques pour devenir professeur de mathématiques, chargé des classes supérieures. Cet abbé m'enseigna entre autres les fractions. Je n'y comprenais rien. Si je partage 12 en 4, cela reste une division. Qu'est-ce que le mot nouveau, fraction, ajoute à l'opération ancienne? J'y flairais l'imposture, que d'autres professeurs plus tard nommèrent une constante. E sur F égale H. E sur M égale C2. Car la division ne laisse pas de constante, mais le rapport en laisse une. Le jeudi, jour de repos, je compris cela, et plus, en une matinée, tout seul, à la fois l'imposture de la fraction et sa nécessité. Le lendemain en classe, je savais non seulement établir une fraction, mais y distinguer une dialectique que l'abbé nous taisait. Elle pouvait être plus grande que l'unité, jusqu'où, ou plus petite que l'unité, depuis quoi? L'abbé n'admit pas tout de suite qu'une fraction pût être plus grande que l'unité. À son estime, elle n'en était jamais qu'une partie. La mauvaise note me menaça, sinon un blâme, puis il comprit et me félicita. Mais, dit-il, les mathématiciens ne se mêlent pas de philosophie. Fin de l'extrait. 60 ans plus tard, ce chapitre répond à l'instituteur. Il réhabilite les anges et le bon Saint Nicolas. Mais c'est qu'en ces 60 ans, les maths se sont inversées, que les professeurs sont devenus un peu moins sûrs d'eux, et que moi-même, j'ai achevé de m'en détourner.